Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Merci parce que la semaine passée, nous avons reçu pour vous le docteur en management et professeur émérite, Oscar Saman Orlutz. Avec lui, il nous a parlé de l'opérationnalisation, comment accompagner ce gouvernement à atteindre la vision du chef de l'État. Vous nous suivez partout dans le monde. Vous nous suivez à Bongandanga, à Bokunginkela, à Idiofa. Vous nous suivez à Kisantou, vous nous suivez à Lualaba, vous nous suivez partout en RDC. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Vous nous suivez partout en Europe, vous nous suivez en Chine, vous nous suivez en Inde, vous nous suivez aux États-Unis, plus précisément à Dallas, là où nous avons notre bastion et de la famille. Merci de nous suivre. Vous êtes sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Vous pouvez aussi nous suivre sur Internet, sur notre portail numérique, notamment sur notre chaîne YouTube, Safran KTV TV, ou sur toutes les plateformes liées à votre magazine Deadline. Ce soir, je suis heureux, indépendamment de l'heure où vous nous suivez partout dans le monde. Nous allons parler de ce qui défraie la chronique ces derniers temps, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement en RDC. Enfin, son Excellence, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est passé à l'acte. Une procédure ou une proposition déjà dans la Constitution qui est matérialisée. Nous l'avons vu à Mokengeli pour le lancement lors de la rentrée de classe de ce mois de septembre. Nous l'avons vu aussi descendre au camp Tchatch. Pour en parler, nous avons la bouche autorisée, le cerveau qui permet au président de la République à orienter sa vision dans le domaine de l'éducation et de la recherche et que je vais saluer sur mon plateau de Deadline. Bonsoir Jean Tezo Kianti. Bonsoir monsieur le journaliste. Jean Tezo, vous êtes conseiller principal en charge de l'éducation et recherche au niveau de la présidence de la RDC. Exactement. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Vous le savez, l'effectivité de la rentrée, l'effectivité de la gratuité à l'école primaire, dans les écoles publiques, le président a lancé le go, c'était à Mokengeli. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce de l'utopie ou tout simplement une stratégie de visibilité de son Excellence, Monsieur le Président? Monsieur le journaliste, dans votre introduction, vous avez parlé de la Constitution. Tout à fait. Vous savez que le président de la République est le garant de la Constitution, il est aussi garant de la nation. Étant donné que la matière qui parle de la gratuité était bel et bien fixée par notre Constitution et aussi la loi cadre de l'enseignement. C'est dans ce cadre-là que la vision du chef de l'État, que pendant même sa campagne électorale, avait décidé, et même lors de son discours d'investiture, il avait décidé de faire de l'éducation sa première préoccupation. Et c'est ainsi que vous avez constaté qu'à la rentrée scolaire 2019-2020, le président de la République est passé à l'action, précisément à Mokengeli, pour parler et confirmer l'effectivité de la gratuité. Jean Tezo, l'effectivité de la gratuité, comment on peut l'évaluer? Est-ce tout simplement l'effet que les parents ne payent plus ou ne prennent plus en charge financièrement l'étude de leurs enfants? Parce que nous avons vu un certain mouvement pour les parents qui avaient déjà payé avant la rentrée. Les écoles qui avaient perçu les Minerval ou l'accompagnement des parents ont dû rembourser cet argent. Est-ce seulement ça pour ceux qui sont dans les communes, dans les maisons? Ils se disent la gratuité, c'est le fait seulement de ne pas payer la scolarité des enfants? Vous savez que la gratuité n'a pas commencé aujourd'hui. Tout à fait. Moi, j'ai commencé l'école primaire en 61. Il y avait la gratuité. J'ai terminé mes études universitaires avec l'INASA. Il y avait la gratuité jusqu'à l'université. Et c'est seulement
après la conférence nationale souveraine de 92-93, il y avait la grève. Les années blanches à répétition. Oui. C'est alors que les parents se sont entendus avec les écoles pour qu'ils prennent en charge les enseignants. Et cela était transitoire. Mais on ne pouvait pas continuer avec ce système qui a eu comme conséquence la déperdition scolaire. La valeur même de l'enseignement avait baissé. Et l'enseignant lui-même, qui attendait de primes de parents, et parfois qui venaient ou qui ne venaient pas, a été conduit à telle enseigne que l'enseignant avait perdu même sa valeur d'homme. Au-delà de ça, vous devez comprendre que la gratuité est constitutionnelle, comme je l'avais dit. La gratuité concerne l'enseignement de base ou l'éducation de base. Mais c'est quoi l'éducation de base? C'est la première jusqu'à deuxième secondaire, aujourd'hui 8e. C'est de cette cycle d'enseignement qu'il s'agit. L'effectivité ne concerne pas le fait que les enfants, que les parents aillent récupérer par plaisir ce qu'ils ont payé. Nous étions à la deuxième table ronde. Vous avez vu que tout le monde a été représenté. Les partenaires, le ministère, le conseil religieux, la présidence, bref, tous les partenaires de l'éducation. Nous avons fait les analyses et nous avons tous unanimes qu'au 2 septembre, donc la rentrée scolaire, l'effectivité de la gratuité. Mais en amont, il y a des parents, comme des gestionnaires, qui pensaient que la vision du chef d'État, c'était un slogan. Qui ne croyaient pas, ils allaient payer. Mais vous savez qu'il y a eu des notes circulaires du ministre de l'EPSP, du secrétaire général de l'EPSP, pour que chaque parent qui avait versé puisse récupérer. Et nous sommes dans un endroit où on a respecté les décisions des autorités, mais comme nous voulons qu'il y ait un état de droit, la gratuité, c'est aussi un état de droit, parce que c'est constitutionnel. Pourquoi les parents étaient obligés de récupérer leurs droits qui étaient arrachés par certains gestionnaires qui voulaient à tout prix que le système puisse continuer. Parce que vous savez que ce système, vous le savez, c'est un système malhonnête. Un parent qui vend de braise, qui vend de l'eau, qui vend des légumes, vous l'obligez de payer les enseignants. Tout à fait, donc Jean ce n'est pas Tézou. normal. Très chers téléspectateurs de partout dans le monde où vous nous suivez, vous êtes dans le magazine Deadline, diffusé sur Kin 24 Télévision et dans différentes plateformes Internet. Nous recevons pour vous le conseiller principal en charge des questions éducation et recherche auprès de la présidence de la République. Avec lui, nous parlons de ce volet effectivité de la gratuité de l'enseignement au niveau de l'école primaire qui va aujourd'hui de la première jusqu'en 8e, donc 2e CO. Nous n'allons pas refaire l'histoire, mais c'est
vers les années 92-93, suite à l'incapacité de l'État à prendre en charge les enseignants, il y a eu une vague d'années blanches et les parents et les responsables des établissements se sont concertés pour voir dans quelle mesure donner de l'éducation à leurs enfants. Et là, les parents devaient payer de leur poche la prise en charge de l'enseignement. Et aujourd'hui, nous rentrons à ce qui a été, comme l'a dit Jean Pézot, l'État prend en charge l'éducation des enfants de la nation, de la République. Nous avons suivi l'interview ou l'entretien accordé aux journalistes par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a reconnu que l'effectivité est un processus. Par exemple, cette année, on ne pourra pas tout atteindre à la fois parce que l'effectivité de la gratuité de l'enseignement doit s'exprimer par un budget alloué à l'éducation pour prendre en charge ce qui entre en compte comme intrant pour la réalité de la gratuité. Je m'explique. Aujourd'hui, les parents qui nous suivent ont dû payer de leur poche pour assurer une formation de qualité parce qu'ils ont compris que l'État, avec la fourchette salariale allouée aux enseignants et à tout ce qui entrait en compte, posait problème. Maintenant, aujourd'hui, un enseignant qui, on prend un montant dans une école, avait le barème salarial de l'État qui évalue par exemple entre 70 000 francs et 130 000 francs, et plus l'accompagnement des parents qui valait par exemple 450 $, quand vous avez 450 $ plus 130 000 francs, et aujourd'hui quand vous le dites, la gratuité, sans compter, il faut des nouveaux bancs pour les élèves quand ils viennent à la rentrée, il faut entretenir le jardin, les toilettes, ainsi de suite, les craies. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que l'État congolais pourra tenir compte de ce standing que d'autres écoles avaient atteint avec cette gratuité? Ou bien il y a un mécanisme pour que tout le monde soit satisfait, parents comme responsables des établissements scolaires? Monsieur le journaliste, nous avons vécu dans ces pays. Tout à fait. Et nous avons étudié l'école primaire, secondaire et les universités de ces pays. Nous ne sommes pas allés ailleurs. Tout à fait. Et nous avons aussi travaillé dans ces pays à peu près 41 ans dans l'enseignement. Tout à fait. Personne ne peut me contredire ou me convaincre pour me dire que la prise en charge par les parents, le niveau de l'enseignement était au niveau et que, ou à bas niveau, et qu'après que les parents aient pris en charge les enseignants, que ce niveau avait haussé. Je voudrais seulement vous préciser, vous pouvez recourir à gauche ou à droite, consulter les statistiques, même au niveau mondial, on va comprendre que après 92, le niveau de l'enseignement a fortement baissé, même au niveau des universités. Donc, c'est pour dire que cette prise en charge n'a pas favorisé l'éclosion du système éducatif ou même le développement de ce système. C'est au contraire, il y a eu plus de dégâts au niveau même des apprenants et même au niveau de ceux censés enseigner, communiquer des enseignements de valeur. Je suis enseignant. Pendant cette période, je vous assure que l'enseignement est baissé à plus de 60%. Donc c'est pour vous dire que les gens qui ne vont plus payer vont constater après que le niveau
de leurs enfants va pouvoir augmenter. Que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets. Non, mais c'est la volonté. Parce qu'avant 92, c'est parce que mais je vous ai été payés. Moi, j'ai dit que et qu'il y avait des années blanches. Avant 92 ou 80, il n'y avait pas de blanche. Moi, j'ai fait l'école primaire de 60, 67. Après l'école, je n'ai jamais connu des grèves ni des blanches. Jusqu'à l'université, nous avons la bourse. C'est la volonté politique. Et le budget. Est-ce que vous aurez le moyen de votre politique? Le moyen pour réaliser votre politique. Les ressources, c'est le service. Dans ce budget et des finances, cette capacité et la volonté de contrôler les finances du budget de l'État, l'exécution de ce budget, la manière dont le gouvernement est mis en place va faire le recouvrement, les comptes vont en suivre. Je suis sûr que ces problèmes pour un pays comme le Congo, ça ne posera pas problème. Et je vous apprends, domaine les gens ont toujours du budget, Oui, parce que le budget... J'en ai exactement. Est-ce que ce budget que nous avons présenté, ce budget, c'est la raison pour laquelle je vous pose la gratuité de mandat du président Félix. Vous pouvez attendre ce des ressources. Vous attendez cette question de gratuité. Justement, les ressources, vous vivez. Les ressources existent. À nous, avec vous, pouvoir sérieux pour que les ressources ramènent jusque. Excusez-moi, Jean-Pézou, de vous dire une contradiction par les quand on l'a vu à partir de Mokengeli, sorti de Kantia, ils sont venus eux la gratuité. Maintenant, ils quittent nous. Quand on l'a été sincère pour que ça doit c'est sûr. Ces écoles ont donné un mois. 3 ans que j'ai fait des choses comme ils parlent. Les parents vont retourner pour payer les millions. On n'y a pas avec le président. Même à la table de votre processus. Nous allons avoir moyens d'être l'éducation et les moyens vont. Alors, il faut un discours compréhensif auprès de on commence à pilote, par exemple. Disons la gratuité pour l'enseignement des bases. Cet enseignement. Par exemple, quand on va en certains coins, tous les chercher. Justement, la Constitution nous dit, donc il ne faut pas me parler ici. Non, je n'ai pas des exemple. École. Il y a un plan, que ce soit les PC, pour l'action de les écoles. Et dans ces écoles, on a une carte scolaire. Quelles sont 20 peu de comme vous dites en Bougie, prendre beaucoup de là on va faire il y avait que lui
la gratuité par les 1000 hectares sur les après rehausser forcément des capacités, voir les ressources humaines qu'on a besoin pour les affecter dans l'enseignement, et après parler de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. Est-ce que vous ne voyez pas que vous avez mis la charrue avant le bœuf? Nous sommes dans le banc. Les enfants que nous encadrons aujourd'hui sont des enfants qui sont nés avant l'événement du président de la République. Oui, oui. Vous comprenez? Donc vous n'allez pas faire un plan pour dire que nous laissons d'abord les enfants qui sont nés et attendons les enfants qui viendront plus tard pour lesquels nous allons construire des écoles. Les écoles existent pour lesquelles nous voulons appliquer la gratuité. Ça existe. Quand vous allez les PSP, nous savons qu'il y a autant d'écoles, il y a autant d'enseignants, il y a autant de bureaux gestionnaires, etc. C'est connu. Donc c'est pour ces écoles-là que nous voulons appliquer la gratuité. Mais il y a des projections. Il y a des projections d'avenir. Jean Pézo, le président Félix, on le sent, c'est une personne qui est bon, qui a des bonnes valeurs. Mais est-ce que de fois, il n'est pas mal orienté? Parce qu'à vouloir faire des bonnes choses, mais quand on s'y prend mal, ça se présente mal, par exemple. Est-ce que nous, ensemble avec les parents, nous nous posons la question, est-ce que l'effectivité de l'enseignement était importante, par exemple, pour cette année, cette rentrée scolaire 2019-2020, ou bien il fallait la projeter pour 2020-2021, par exemple? D'abord, on réfléchit. Non, nous réfléchissons. Vous vivez au Congo, n'est-ce pas? Tout à fait. Depuis que ce problème de la prise en charge a commencé en RDC, toute la population ne faisait que réclamer la suppression de la prise en charge, même vous les journalistes. Et vous dénonciez les méfaits de cette pratique. Et le président de la République ne peut pas être ou ne peut pas se contredire par rapport à la Constitution. Et lorsqu'il a parcouru le territoire national pendant la période électorale de sa campagne. Mais toute la population réclamait la gratuité. On peut réclamer quelque chose. On réclame. Si ce n'est pas faisable, c'est pas faisable, mon frère, c'est faisable la gratuité, mais dans un processus que nous allons suivre avec modestie et avec méthode. Donc ne croyez pas que le président, quand il dit qu'il y a gratuité, qu'il doute de son application. Nous disons que c'est un processus. Mais dans ce processus-là, il y a un commencement et nous avons démarré le 2 septembre. La gratuité, il y a d'autres implications de la gratuité. Tout à fait, c'est son. J'en arrive, mais justement, parlons-en. Vous avez donné un exemple des enseignants qui touchaient le salaire de l'État. Oui, le salaire de l'État et plus et la prime, oui. Je vous donne des chiffres concrets. Vous êtes dans la capitale. Vous vous référez souvent aux écoles telles que Collège Boboto, Itibosomi, etc. etc. Mais j'en arrive. La grande majorité de ces écoles ou de ces enseignants, je dis la grande majorité, vous allez à Ndjili, à Selembao, à Ngalema, partout, même au centre-ville ici, vous verrez que la moyenne de la prime des enseignants au primaire ne dépasse pas 50 000 francs. Vous pouvez faire des enquêtes,
vous verrez que vous allez à Kimbanse, Kimbassine, etc. Il y a des enseignants, sur les 9 mois, ils ne touchaient même pas 6 mois de prime des enseignants. Et pour quel montant, même au secondaire, allez en Gilles partout, vous verrez que pour avoir 100 000 francs de prime, c'est tout un problème. Et le gros de la prime, la masse, le grand pourcentage, c'est réparti entre les gestionnaires, les bureaux gestionnaires des églises, les prophètes, les sous-prophètes, les inspecteurs, etc., les coordonnateurs, les sous-coordonnateurs et les préfets. Et eux-mêmes, les enseignants, ne se retrouvaient pas. Ce sont des réalités. Donc si je prends cette moyenne de 50 000 francs et l'État, au primaire, la moyenne c'est 125 000 francs, 130 000 francs. Quand vous prenez la moyenne, 50 plus 125, ça donne combien? Allez-y, c'est vous le professeur. Non, mais calculez. Donc ça ne donne même pas 200 000 francs. Donc si aujourd'hui nous supprimons la gratuité, je vous dis que l'État ne sera pas dans les capacités de pouvoir donner 50 000 francs. Donc là, vous êtes en train de rétablir l'injustice faite par les responsables des écoles qui se gardent la part du lion en faisant des gains par rapport aux enseignants qui sont là au Four au Moulin pour donner un avenir concret aux enfants par l'éducation. Mais tout ça sont des problèmes. Un état de droit, c'est quoi? C'est rétablir aussi tout ça. Nous voulons qu'il y ait un état de droit. Un parent qui se démène, une femme qui vend de braise, qui paye 150 000 francs, 200 000 francs pour son enfant, et au lieu de payer l'enseignant qui est au four au moulin, ce sont le bureau gestionnaire, etc., qui se tape la part de lion. À qui la faute? Qui fait que la maman qui vend la braise n'ait pas la capacité de bien enseigner ses enfants? Mais nous avons dit que ce sont des conséquences. Là, vous pointez vous-même le doigt. Non, ce n'est pas nous. Nous voulons corriger cela. Vous représentez le président à cette instance. Nous corrigeons cela, c'est pourquoi nous disons que c'est la gratuité. Nous corrigeons. Dans la correction, c'est la gratuité. Mais oui, c'est la gratuité. Et au-delà de ça, il y a aussi la bonne gestion des effectifs des enseignants. Ça va vous coûter combien la gratuité? C'est la question que tout le monde pose. Non, faut pas. Quel est le budget pour la gratuité aujourd'hui? Parce que les gens pensent que même en préparant cette émission, beaucoup de parents m'ont appelé pour me dire Symphorien Katende, pose-nous la question au conseiller principal, la gratuité va coûter combien à la République? Et surtout, en suivant le discours du Premier ministre lors de son investiture, il n'a donné aucune certitude sur comment on va faire. Je ne vais pas vous donner de chiffres. Le Premier ministre ne vous a pas donné de chiffres, mais dans quelques jours, dans quelques semaines, vous aurez des chiffres. Là, c'est comme à l'église par la foi. Non, pas la foi, c'est concret. Le budget de l'État sera examiné et déposé au Parlement. C'est alors que vous aurez les chiffres. Commencer. Comme vous avez la recherche, vous deviez faire une recherche pour savoir la gratuité. Non, ici, je ne peux pas vous dire, parce que le gouvernement qui va défendre ce budget, c'est le gouvernement qui va extérioriser tout ça. Ce n'était pas le gouvernement qui a commencé avec ce projet de la gratuité, c'est vous les conseillers. C'est la présidence de la République. Exactement, l'État, le gouvernement va rejoindre la présidence, va rejoindre l'État congolais. C'est la continuité et le budget que le gouvernement va pouvoir mettre en place, les finances publiques, tout ça. Mais il serait simple que vous puissiez déjà leur dire, voici, nous, en tant que présidence, comme nous avons commencé à faire ce projet de la gratuité sans vous, nous pensons, nous estimons autant affecter. Nous attendons leur investiture, nous serons avec eux pour planifier tout ça. Et ils viendront présenter ça au Parlement. Jean-Pierre, vous savez que cette question, ce n'est pas facile, c'est un couteau à double tranchant. Oui. Soit il y aura deux réactions, soit les parents vont suffisamment aimer Félix, soit beaucoup de parents vont commencer à douter sur ces mandatures. Parce que si ça ne marche pas, cette question de gratuité, c'est pile ou face, donc ça sera réactionnaire. Écoutez, vous le savez. Écoutez, la vision du chef de l'État, c'est une vision qui est connue de tous. Vous connaissez sa vision et nous allons matérialiser cette vision. Nous prions que le ciel vous aide.
Vous dites? Nous prions que le Mais ciel... le Seigneur est toujours avec vous. Vous avez prié avant de commencer cette mission. Ce n'est pas dans la gratuité que nous allons lâcher le Seigneur. Ce pays, il y a des moyens, mais il y a trop de détournements. Nous devons être, je vous ai dit que nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Le budget, nous a toujours parlé de budget, de finances publiques. Mais parfois, la personne qui vous tend la main ou qui vous parle, qui vous dit que c'est difficile avec le budget, mais lui-même, à 23 heures, il va soutirer autant de millions de dollars. Donc, si nous sommes sérieux avec tout ça, le problème de la gratuité, progressivement, nous allons le résoudre. Maintenant, parlons de l'enseignant, l'acteur principal. Oui. Lui aussi, il va bénéficier de cette gratuité-là pour ses enfants, ses propres enfants. Mais je vous ai donné un exemple de ce que l'enseignant touche aujourd'hui, moyennement, à l'école primaire, j'ai dit, et la prime... Vous allez réajuster les salaires pour les enseignants. Mais en parlant de la gratuité, il y a des implications. Entre autres, l'augmentation des salaires. L'enseignant paye une maison, il est souvent locataire. Oui. L'enseignant a une femme, a des enfants. L'enseignant doit manger avec ses enfants, doit envoyer ses enfants à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a gratuité. L'enseignant doit avoir un véhicule, mettre du carburant. Vous serez réajusté en tenant compte de cela? Écoutez, nous savons que, d'une manière générale, l'enseignant, c'est un Congolais. L'enseignant congolais est dans le même sac que tous les Congolais qui vivent dans des conditions déplorables. Je prends l'enseignant de Yakoma, de Mbujimaï, de Bukungu-Nkela, les enseignants de Mobaïmbong. Vous allez tenir compte de... Vous avez déjà vu leur situation? L'enseignant, c'est l'enseignant du Congo. Donc quand nous parlons de l'enseignant, c'est l'enseignant du Congo. Que ce soit au village, que ce soit à Kinshasa, c'est un enseignant du Congo. Ils ont le même diplôme. Et nous avons même prévu à la table ronde. À l'époque, on paye des primes. Vous savez qu'il y a certains enseignants, surtout dans les villages, qui ont 83 ans. Vous le savez? Exactement, nous étions à la table ronde. Ils ne sont pas allés à la retraite. Non, nous avons été à la table ronde à Biboua. Nous avons projeté la mise à la retraite de tous ces enseignants. Donc c'est un processus, mais avant d'y arriver, je vous dis qu'il y aura un contrôle. Nous devons identifier, tous les bureaux gestionnaires. Quand je parle des bureaux gestionnaires ici au niveau central, vous avez le 48 directions provinciales, il y a des sous-provinciaux, et nous avons des coordinations nationales, régionales, et provinciales aussi. Et nous avons des écoles. Donc nous devons arriver à identifier tout le monde. Et l'identification biométrique va nous aider aussi à maîtriser non seulement le bureau gestionnaire, mais les effectifs des écoles et les effectifs des enseignants. Et je vous dis qu'il y aura des dividendes par rapport à cette identification. Parce qu'il y a beaucoup de désordre et de mafia dans ce secteur-là. Donc, quand nous parlons de la gratuité, ne croyez pas que nous allons lancer comme Comment ça. lutter contre la mafia dans ce secteur-là, la corruption? Comment? Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place? Les stratégies? Oui, oui. Vous êtes journaliste? Oui, je le suis. Vous avez étudié? Vous appartenez à un espace? Une corporation. Et nous connaissons par exemple qu'à travers le Congo, nous avons des territoires, des secteurs, nous avons des chefs-lieux de province, où nous avons des écoles, des bureaux gestionnaires et des enseignants.
ces bureaux gestionnaires, ces écoles, ces enseignants ne vivent pas dans l'eau. Et nous aussi, nous ne vivons pas dans l'eau. Je prends un exemple simple. Dans chaque territoire, nous avons la CENI. Vous connaissez la CENI? Oui, nous le connaissons. Nous revenons des élections. Dans chaque territoire, il y a par exemple du matériel de la CENI. Des appareils tels que machines à voter. Si nous impliquons la CENI à nous accompagner dans l'identification, j'ai dit, messieurs les journalistes, vous êtes chef de mission pour la ville de Matadi. Là, il y a la province éducationnelle, où il y a un directeur provincial. Les amis de la CENI sont là, avec leur matériel. Et vous, chef de mission, vous êtes là avec votre équipe. Vous dites, monsieur le prophète, identifiez-vous. Vous l'identifiez. Et en l'identifiant, vous allez lui remettre la carte. Vous identifiez aussi le secteur, c'est-à-dire que le bureau qu'il occupe. Tout à fait. Et vous allez jusqu'au huissier. Et lui va vous déclarer les sous-prophètes ou les sous-divisions qu'il gère. Et chaque sous-divisionnaire va s'identifier avec ses membres. Et en amont, vous connaissez déjà qu'il y a des documents qui déterminent les effectifs à avoir dans chaque école, division, bureau gestionnaire, etc. Quand vous trouvez par exemple que le PROVED vous amène 100 personnes et que dans votre document qui détermine les effectifs de ce bureau gestionnaire est de 50, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez supprimer les 50 autres. Et ainsi de suite, jusqu'à identifier les écoles appartenant à cette direction provinciale. Donc, avec l'identification en complicité avec la CENI, on peut bien déterminer les effectifs et le nombre des écoles et des bureaux gestionnaires. Et enfin, nous allons faire la jonction avec toute la République, avec les 48 provinces éducationnelles. À part ça, chaque bureau gestionnaire, lorsqu'il a créé des structures qui n'existent pas dans les documents officiels, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les supprimer. Vous allez les supprimer. Et en même temps, en identifiant tous ces enseignants de toutes les écoles, vous allez découvrir qu'ils sont en âge d'être retraités. Tout à fait. À ce moment-là, nous avons une liste de fichiers pour des enseignants à retenir pour la retraite. À partir de ce moment-là, on va chercher un budget pour remercier d'une manière patriotique ces enseignants qui ont enseigné pendant 70 ans, voire même 77 ans, s'il existe. Donc, voilà, donc nous parlons de la gratuité, mais il y a des choses que nous ferons pour qu'il y ait assainissement. Il y a les parents aussi qui a une certaine crainte que l'accès ou les inscriptions pour leurs enfants dans les écoles publiques sera compliqué parce qu'il y aura la gratuité. Parce que la gratuité, vous n'allez pas recueillir toutes les provinces dans des écoles. Est-ce que vous pourrez rassurer à tous ceux parents qui ont cette volonté d'inscrire ses enfants là où il y aura la gratuité, surtout dans les écoles publiques, qu'il y aura suffisamment de la place pour tout le monde? Parce que c'est déjà la crainte. Ils m'ont dit non, ça ne fait rien. Koko Takuna Bekole Yoko m'a passé. Oui,
nous connaissons ces problèmes-là, mais nous envisageons des solutions à court terme. Je prends un exemple. Vous avez suivi le chef de l'État parler des maisons sociales préfabriquées. Vous avez suivi? Nous avons suivi. Ces maisons existent. Moi, je pense que à l'époque coloniale, quand vous allez en Gilles, même à Matete, etc., vous trouverez des écoles préfabriquées. Et nous allons chercher de voies et moyens pour que nous ayons des salles de classe préfabriquées. Ça peut venir un peu en retard, mais nous devons résoudre ces problèmes dans ce sens-là. Une salle de classe normale, 8 mètres sur 6, préfabriquée. Si nous en avons des centaines, là où il y a des difficultés, nous amenons les préfabriqués, on installe, on monte ces préfabriqués et nous avons une salle de classe. Ça peut prendre un peu de temps, mais nous allons y arriver. Donc, beaucoup d'enfants dans ce circuit, par exemple dans cette année scolaire, ne pourront pas bénéficier. Non, j'ai dit ceci. Nous savons que, d'après la réglementation, il y a des effectifs qu'on accepte et qu'on n'accepte pas. Mais nous demanderons aux gestionnaires des écoles de faire une dérogation. Une classe, par exemple, qui pouvait contenir 30 élèves, on peut déroger jusqu'à une quarantaine. Et lorsque les solutions de construction de nouvelles salles ou de pas préfabriqués, on va les implanter dans tel site, on va prendre ces effectifs et verser dans ces classes qui seront nouvellement installées. Jean Pozo, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Nous allons aussi parler d'autres actualités. Nous allons en Afrique du Sud, ce cas des xénophobies où les Sud-Africains sont train de s'en prendre, de faire du mal à des étrangers. Nous avons aussi des Congolais là-bas qui vivent. Nous avons même de nos enfants qui étudient là-bas en Afrique du Sud. Quel est votre message? Quelle lecture faire? Nous regrettons d'abord ce qui se passe en Afrique du Sud. Vous savez que depuis l'indépendance, même avant l'indépendance, nous avons accueilli des étudiants venant du Congo-Brazza, de l'Angola, du Rwanda, de l'Afrique du Sud, même partout, qui venaient étudier ici. Mais ils avaient terminé leurs études dans de très bonnes conditions. Alors, je pense que nos frères qui sont là pour aller étudier, le gouvernement sud-africain doit faire tout pour encadrer ces étudiants qui, du reste, sont allés pour représenter, chercher des connaissances pour que les jours à venir, qu'ils puissent venir aider notre nation. Et c'est seulement notre nation, mais nous avons aussi des étudiants qui sont en Afrique du Sud, qui ont terminé leur licence et leur doctorat en médecine ici, qui traitent le Sud-Africain. Et quand un docteur qui a laissé même sa patrie ici pour l'Afrique du Sud, c'est pour contribuer aussi à l'éclosion de cette nation sud-africaine. Donc, nous demandons aux autorités sud-africaines de mettre tout en œuvre pour que nos étudiants, nos compatriotes, ne soient pas sujets à des menaces. Parce que nous, ici, nous avons aussi des Sud-Africains que nous protégeons. Et ils vivent plus même en protection que chez eux. C'est la raison pour laquelle nous avons constaté que le président Félix Tshisekedi devait participer à un forum en Afrique du Sud pour démontrer son mécontentement. Il a annulé sa participation. Vous savez que quand il y a de morts d'hommes,
nos compatriotes qui sont là, nous ne connaissons pas encore parmi les morts, si nous ne touchons pas encore cet élément. Le président doit être frustré. C'est pour cela qu'il a pris les réserves. Et surtout, la RDC, à l'époque, Zaïre, a beaucoup contribué pour la libération de Nelson Mandela et surtout les droits des opprimés en Afrique du Sud. Mais vous savez que toute la période de l'apartheid, les Congo, à l'époque avec le marchand Mobutu, avaient beaucoup contribué pour que cette nation retrouve la liberté qu'ils ont aujourd'hui. Donc ils doivent faire aussi la part des choses. Que nous avons contribué pour leur éclosion, pour leur liberté. Et eux aussi, ils doivent soutenir, ils doivent protéger les nôtres qui sont là. Conseiller principal Jean Tezo, le gouvernement s'est présenté à l'hémicycle malgré qu'il y a eu des incidents qui ont émaillé entre militants des partis, notamment le PPRD et l'UDPS. Le gouvernement, avec le leadership du Premier ministre, se sont présentés aux élus. Quelle est votre analyse et votre présentation de ces faits? Est-ce que vous êtes convaincu? Selon vous, ce gouvernement vous convainc? D'abord, je vais commencer par le commencement. Les combattants qui se sont battus, là aussi, je ne pense pas qu'il y ait des journalistes ou des gens qui ont fait le recensement pour dire que, ou l'identification, etc. Ah, ils avaient des calicots, hein, ils avaient des drapeaux. N'importe qui peut amener un calicot. Nous avons trouvé ça. Des gens qui ramassent des chèques dans la rue, etc. Et il prend même un calicot. Donc pour vous, c'est de l'instrumentalisation. Oui, on a instrumentalisé les gens. Je dis qu'il faut seulement identifier. Je n'ai pas identifié ces combattants, etc. pour le confirmer. Et vous avez dit... mon point de vue... Oui, votre point de vue. Est-ce que ce gouvernement vous convainc? Ce n'est pas parce que vous êtes auprès du chef de l'État que vous êtes... Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Sachez d'abord que les personnalités qui sont là, je connais avec beaucoup de personnalités, qui sont capables de changer ce pays. J'étais au Parlement quand il y a eu motion de nos amis de l'opposition par rapport aux documents. Écoutez, peut-être il y a des gens qui n'ont jamais enseigné. Si vous avez déjà enseigné, ces problèmes ne se poseraient pas. Vous n'étiez pas gentil, il fallait donner le discours, programme. Écoutez-moi, j'en arrive. Oui. Les gens qui n'ont jamais enseigné, l'enseigner aussi c'est bon. Vous êtes enseignant. Ce que vous voulez enseigner, vous allez le soutirer dans le programme, et puis dans le manuel. Ensuite, vous allez faire un plan du cours. Ce plan du cours que vous allez détailler dans la prévision. Tout à fait. Vous comprenez? Vous avez le plan du cours, vous avez la prévision de la matière qui va un peu détailler, qui va donner des grandes lignes. Mais lorsque, après avoir préparé la matière, j'ai la fiche de préparation, cahier de préparation, je suis devant les élèves ou devant les inspecteurs. Quand je vais pouvoir développer, vous allez constater que je vais parler plus des choses par rapport au plan. Voilà. Par rapport au plan. Alors à ce moment-là, vous allez dire que vous êtes hors sujet. La matière ainsi développée, vous regardez dans le plan, si cette matière-là se retrouve dans le plan. Mais ce que nous avons constaté, mais le plan développé remis par le Premier ministre et ce qu'il a développé, il y a mariage. Alors, donc bref, il n'y avait pas deux documents. Il n'y avait qu'un seul. Qu'un seul. Alors, ceux qui ont fait cette motion, ils doivent se référer aux enseignants. Même aujourd'hui, je suis en face de vous. Vous avez présenté un plan de la mission, de votre mission. Mais quand vous développez, je veux seulement voir si tout ce que vous dites là, même pendant 100 minutes,
300 minutes, si ça se retrouve dans ce plan, si ça se retrouve là, donc c'est la même chose. Donc, les amis, ils doivent encore connaître. Jean Pezo, c'est déjà la fin. Plus. C'est déjà la fin de nos échanges, si intéressant. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois de venir à Deadline. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Deadline? Non, je suis très heureux d'être reçu par vous et échanger sur la gratuité et de ce qui se passe en Afrique du Sud et de l'actualité sur le gouvernement. Mais retenons que la gratuité est irréversible. Il y a des difficultés, mais tout Congolais qui veut ce pays, qui voudrait un changement dans le système éducatif, doit appuyer la gratuité et la vision du chef. Parce qu'en amont, la Constitution nous appelle de le respecter. Et même la population, il y a plus de 20 ans que la population pleure pour ce problème de prise en charge. Et retenez une chose que je n'ai pas dit, peut-être je l'ai dit en passant. Il y a problème parce que il y a beaucoup de dames et de messieurs qui s'enrichissent sur le dos des parents, qui trouvent que cette fois-ci, c'est fini pour eux, qu'ils auront des problèmes de moyens. Comment remplacer l'argent qu'ils puisaient auprès des parents pour construire des immeubles, pour voyager. Et cette fois-ci, ils ont des difficultés. Et ils viennent autour, chez les journalistes, etc. Voilà, faites ceci, tout ça, pour que nous puissions récupérer notre beefsteak. Le beefsteak, c'est parti. Et tous ensemble, le peuple congolais, nous allons nous assumer pour que la gratuité soit pour l'intérêt de la nation. Jean Pezo, merci. Merci de votre participation. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis partout dans le monde. Nous avons reçu pour vous le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions liées à l'éducation et de la recherche. Avec lui, nous avons parlé de cette question épineuse qui est l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. Il nous a livré ses impressions et orientations. Merci de nous avoir suivis. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste, ou nous suivre à volonté sur nos différentes plateformes Internet liées à cette émission. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.